Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Nous sommes le mardi 23 juin, je suis Mickaël Poron, je suis journaliste à Afrique 21 et je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Horizon 21, le dernier numéro de la saison d'ailleurs. On se retrouvera ensuite en septembre. Donc cette carte blanche mensuelle proposée au poste et animée par les deux médias indépendants Afrique 21 et Orient 21. Bonjour à toute l'équipe de Poste, bonjour, salut David si tu nous entends, Eurial je crois, Nayan qui est derrière la console, et puis tout le monde qui nous suit en direct. Alors je rappelle pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore, Afrique 21 et Orient 21 sont des médias 100% indépendants, parmi les seuls qui traitent exclusivement des questions liées à l'Afrique et des mondes arabes et musulmans. Si vous ne connaissez pas encore, je vous invite à aller voir nos sites afrique21.info, orient21.info. Tous nos contenus sont en accès libre. Seuls les dons des lecteurs et des lectrices nous font vivre. D'ailleurs, on est en plein appel de dons. Donc n'hésitez pas à faire tourner les liens et à faire connaître déjà Afrique 21, Orient 21 si vous appréciez ce qu'on fait. Et éventuellement à nous trouver des petits donateurs ou des grands donateurs, ce serait super. On essaye de mettre un peu de trouble dans l'ordre dominant qui met ensemble les mots et les choses, les mots et les images. Aujourd'hui, nous allons parler du Soudan. Le titre Soudan, guerre oubliée, vous l'avez compris, c'est un pays qu'on connaît peu, dont on parle peu dans la presse mainstream. Et malheureusement, la guerre vient d'entrer dans sa 3e année, très peu traitée, donc comme je le disais. Le conflit a jeté sur les routes des millions de déplacés et a généré la pire crise humanitaire au monde, je crois qu'on peut le dire. Alors sur Afrique 21 et Orient 21, on essaye de publier le plus régulièrement possible sur cette crise. Vous pouvez d'ailleurs lire la dernière série qu'on a fait sur Afrique 21 pour les 3 ans, c'était Guerre civile au Soudan, 3 ans d'impasse. Mais il nous a semblé important de mettre en lumière celles et ceux qui sont au cœur de cette actualité, avec le collectif SUDFA. Donc je suis très heureux d'accueillir, alors désolé pour l'accent, pour les noms et prénoms, Zara Suliman tout d'abord. Bonjour, merci d'être avec nous. Et Youssef Bonjour. Abdelrahman, merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Donc je vais commencer par présenter Zara. Donc tu es soudanaise, on a dit qu'on allait se tutoyer. Tu es soudanaise, Oui, étudiante en sciences politiques et sociales. oui, Jusque-là, j'ai tout bon. Et tu es particulièrement engagée sur les droits des femmes. oui, c'est ça. Et on va pas mal en parler durant cette émission. Et Youssef, tu es avocat franco-soudanais, basé en région parisienne. J'ai repris la bio sur Sudfa, Elle est très précise. très très précise. Donc c'est Voilà. très bien. Et ma question, tu es bien cofondateur hein, de Sudfa. Alors, je suis pas cofondateur, D'accord. membre de Sudfa. Membre de Sudfa, ok. Donc Sudfa, je vais présenter en quelques mots. Donc déjà le site internet sudfa-media.com. Alors c'est un collectif qui est né de la révolution soudanaise. J'ai noté 2018, c'est ça? Oui, c'est ça, 2018-2019. 2019. Hein. D'abord un blog chez Mediapart, je crois. Si je me trompe pas, c'est devenu un site, un média à part entière maintenant. Et je vais citer ce que j'ai pris, ce que j'ai piqué sur le site aussi. Donc un média à part entière afin de faire entendre la voix des luttes soudanaises en français et de traduire en langue française les mobilisations au Soudan, visibiliser les enjeux politiques et sociaux, faire connaître l'histoire et la culture soudanaise, ainsi que la communauté soudanaise en France. C'est bon? Oui, Ouais. c'est ça. Ok. C'est exactement ça. Alors, pour les internautes qui connaissent pas bien la crise actuelle au Soudan, ou qui connaissent tout simplement pas bien ce pays, hein, on en parlait juste avant l'émission, Juste, c'est un très grand pays d'Afrique de l'Est. Près de 2 millions de kilomètres carrés, pour ceux qui ne se rendent pas compte, c'est à peu près 4 fois la France. J'ai fait mes petits calculs. Et plus de 50 millions d'habitants. Alors peut-être moins aujourd'hui dans le Soudan, parce qu'il y a beaucoup de déplacés. Alors je propose de revenir assez vite sur la chronologie, une petite chronologie, on va dire, sur l'histoire contemporaine du Soudan. Youssef, Zara, je compte sur vous pour donner un petit peu de fond à ce que je veux dire, parce que j'ai fait ça une chronologie un peu rapide. Donc déjà, l'indépendance, c'est 1956. Donc alors sous domination égyptienne et britannique, c'est ça? C'est ça. C'est un consortium égypto-britannique. Britannique. Et dès 58, en fait, il y a un premier coup d'état militaire. Je me trompe pas? Exactement. Voilà.
Alors, cette période, elle dure 10 ans à peu près. Donc c'est le même régime en fait qui tient. C'est ça. Ouais, il y a une succession un peu de systèmes politiques pendant très longtemps jusqu'à l'époque contemporaine, fait de beaucoup de révolutions. Donc on y reviendra peut-être un peu plus Ouais. tard, mais il y a vraiment une Mais histoire pendant 10 ans, révolutionnaire. ça reste un régime militaire jusqu'à 69 ou. Non, c'est pas un régime Ah non, c'est militaire, pas un régime militaire, pardon. c'est après. Donc Oui, donc 69, c'est ça. c'est ça, Voilà, ok, pardon. 69, nouveau coup d'État. Et là, on parle d'une république socialiste. c'est ça. C'est une république socialiste, c'est un peu Oui, c'est ça, république socialiste, Donc c'est un pouvoir civil, c'est ça que je veux dire. exactement, Ouais. c'est ça. Jusqu'en. Alors, en soi, j'ai mis cette date parce que c'est important, je pense, dans l'histoire du Soudan. En fait, en 78, on découvre du pétrole au Sud-Soudan. Alors, c'était une région du Soudan. On reviendra après sur le Soudan du Sud. Mais déjà, en fait, à l'époque, j'ai découvert ça en travaillant un petit peu sur la chronologie. Il y avait déjà des velléités d'autonomie du Sud-Soudan. Oui, il y a eu beaucoup de tensions un peu sur la répartition des richesses, donc notamment Ah. le pétrole, aussi sur la représentation politique de différentes ethnies, dont les ethnies sud-soudanaises. Donc c'est un élément assez important dans l'histoire du Soudan qui a mené à un conflit, une guerre civile nord-sud pendant des années, euh, marquée par deux temps, deux périodes de guerre, avec un terme via un traité de paix, un référendum et ensuite 2011. Exactement. Voilà. On revient un petit peu en arrière du coup, mais parfait. Mais c'est vrai que c'est important pour comprendre un petit peu. Donc 85, je continue. Le général Nimeri est renversé. Et puis il y a aussi une terrible famine cette année-là. 86, des élections ont lieu et on assiste à une brève période de démocratie parlementaire. Jusque-là, c'est juste. C'est ça, exactement. Donc 86 jusqu'au coup d'État d'Omar el-Béchir. Et là, je pense que les gens qui sont un peu plus contemporains ont forcément entendu d'Omar el-Béchir, pour ceux qui connaissent un petit peu le Soudan, puisqu'il va rester 30 ans au pouvoir en fait. Donc ça va être une dictature assez dure, si tu veux en dire deux mots. Ouais, exactement. Zara peut-être, je sais pas. Oui, c'est vrai. Euh, Après le coup d'État, ils ont arrivé comme un groupe de gouvernement avec de l'idéologie islamique. Et après, ça restait 30 ans. Pendant 30 ans, il y a de guerre de Soudan, Sud-Soudan, guerre de Darfour, les génocides de 2023-2025, et jusqu'à on est arrivé à la révolution de 2013. Il y avait une révolution. Et après, 2018. 18 avec le Ouais, renversement d'Omar el-Béchir. c'est ça. Juste une question sur cette période sous Omar el-Béchir, puisqu'on va parler de une bonne partie des femmes aussi. Quelle était la situation justement pour les femmes sous le régime d'Omar el-Béchir? C'était un peu dur. Euh, C'était, comme j'ai dit, c'était un peu idéologie islamique. Euh, Ils ont commencé à contrôler les femmes dans l'école et après dans l'université. Et après, dans la rue en général, il y avait euh, de police pour gérer comment les femmes portent. Un peu comme des polices des mœurs, c'est ça? Oui, c'est ça, Ok. c'est ça. Et après, ça a été très dur pour les femmes en général. Euh, Ouais, on comprend. Et donc 2018, alors la date exacte, quand commence le soulèvement exactement au Soudan contre Omar el-Béchir? C'était 2018. Enfin, je veux dire, c'était à quel mois ou, enfin, c'était genre fin d'année ou C'était fin d'année, oui. fin d'année Ouais. 2018. Voilà. Octobre 2018. Ouais, Voilà, ce qui fait que ça, 2018. voilà, ça dure. Et donc c'est bien en 2019 que Omar el-Béchir est renversé en fait. Oui, Hein. c'est ça. Donc une grande mobilisation populaire. J'ai encore vu il y a pas si longtemps bon, j'ai oublié le nom du film, je l'ai pas noté, mais bref, où on voit vraiment les rues de Khartoum, hein, qui est la capitale, je l'ai pas dit, mais qui est la capitale de Soudan, avec beaucoup de jeunes hein, qui se soulèvent, qui font vraiment, c'est un élan d'espoir. J'ai presque pleuré devant les images tellement c'était beau. Moi, je trouve que on le rappelle pas assez. C'est vraiment, ça a été un moment courageux, vraiment pour le peuple soudanais. Si tu veux en dire deux mots, Youssef. Ouais, en effet. Je pense que tu fais référence au film Soudan, souviens-toi,
Oui, c'est peut-être. ça, exactement, merci. De Hind Medeb. Ouais, en effet, c'est un soulèvement révolutionnaire qui a emporté tout un peuple, sa jeunesse en particulier, mais pas seulement. Et ça a couvert beaucoup de classes sociales. Ça a été très inclusif. Donc, dans ce segment-là révolutionnaire, il y a eu autant les hommes que les femmes, même peut-être plus de femmes. En plus, oui, oui, c'est vraiment, moi j'étais là parce que Oui, oui, mais il y avait beaucoup de femmes. Vraiment, on a été dans la première range de la manifestation tout le temps. Et après, ça commence dans l'université d'abord, après dans l'école et dans la rue. Et après, on a commencé dans les médias. Et vraiment, la plupart des gens ils étaient les femmes dans la rue. Et ouais, c'est ça. et comment on peut expliquer justement cette, alors bon, j'ai peut-être une idée, tu le disais juste avant, sous Omar el-Béchir, les femmes étaient très contrôlées, très, ostracisées et donc est-ce que ça explique du coup, le fait qu'il y ait autant de femmes qui se soient mobilisées? Oui, c'est ça, c'est vrai parce que on était vraiment très. Il n'y a pas la liberté pour les femmes, ni de l'université, ni de la rue en général. Et quand la révolution commençait, les femmes étaient les plus. euh, Ils ont été les plus. Je sais pas comment on dit ça, mais on était Les juste plus comme. mobilisées Oui, quoi? Mmh. mobilisés. Oui, on était juste. On a voulu la liberté, et tout ça, parce que c'était très dur. C'est vraiment. Moi, quand je rentre à l'université, je porte pas. C'est interdit de porter de pantalon ou pas porter de volard. Et j'ai toujours à l'entrée de l'université, ils ont menacé les filles qui ne portent pas. Et si, demain, si vous venez ici comme ça et toutes les choses, après, c'est vraiment. Oui, je pense que c'est la raison pourquoi il y a beaucoup de femmes dans la révolution. Et puis il y avait un autre élément, du coup, j'ai encore ces images de ce film, c'est l'art, qui s'est déployé pendant cette période, si tu veux en dire 2 mots, Youssef. Moi, j'ai été très Mm, impressionné. Beaucoup de poèmes, beaucoup de mm, de de fresques, de dessins, de chansons, enfin c'est mm. Oui, historiquement, la révolution soudanaise a toujours été accompagnée de poésie, de grands poètes, de grands chanteurs, et d'une grosse improvisation poétique populaire. Si on reprend, il y a un grand chanteur, Mohamed Wardi, connu pour être très à gauche, dont ses chansons étaient utilisées voilà, pour gonfler un peu beaucoup de moments révolutionnaires. Et donc, en effet, il y a toujours eu cette poésie qui est dans l'ADN révolutionnaire soudanais qu'on voit dans le film Soudan, souviens-toi. Voilà, ça fait partie de l'âme révolutionnaire, de l'expression révolutionnaire dans les rues depuis très, 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 très longtemps et des au Soudan. slogans, hein, vraiment des slogans mythiques. Alors j'espère que je me trompe pas, mais vous pourrez nous tuer mais pas nos idées ou quelque chose comme ça, enfin, qui est quand même, un sacré slogan. C'est ça. Il y a plusieurs slogans. Donc peut-être le plus principal, c'est Salam, Horia, Adala. Oui, c'est là. Donc voilà, la volonté était d'avoir paix, justice et liberté. C'est vraiment ça, c'est l'épuisement d'un régime de 30 ans qui met un système euh, qui met la population dans un état très, très, très difficile d'un point de vue économique, de services publics, très, très difficile. Donc c'est vraiment une expression très majoritaire et très, très forte et très, très belle. Mmh, et très joyeuse. Enfin, c'était vraiment incroyable. Oui, aussi, on a chanté les chansons qui étaient interdites pendant le régime et tous les chanteurs qui étaient obligés de quitter le Soudan. Ils ont contre le régime, ils ont obligés de quitter le Soudan. Comme ça, pendant la révolution, on a chanté les chansons, la poésie et toutes les choses qui étaient interdites. Comme on a dit que c'est fini et comme ça. Alors après, la chute d'Omar el-Béchir, donc on vient de parler de cette parenthèse un peu enchantée, l'espoir du retour de la démocratie, et puis, donc un gouvernement de transition, civile, jusque ce que ça craque et là on rentre dans une période de répression. On est en 2021. C'est ça. C'est un gouvernement de transition, ouais, civilo-militaire.
Donc c'est une transition hybride qui a vocation à amener à des élections. Et en effet, dès ce moment-là, donc il y a cet espoir-là. Et c'est associé à aussi une inquiétude populaire d'avoir un appareil militaire qui accompagne cette composante civile de la transition. Et donc ça a toujours été un peu instable. Et voilà, il y a eu plusieurs manœuvres de déstabilisation qui sont arrivées à leur apogée au moment du coup d'État en 2021. 2021. Et 2021, donc c'est les militaires hein, qui renversent ce gouvernement de transition et qui prennent le pouvoir. Et donc, justement, est-ce qu'on sait pourquoi en fait ils ont voulu récupérer tout le pouvoir, les militaires? Est-ce qu'il y a une raison très particulière ou c'est simplement ils ont laissé un peu de liberté? Enfin, je sais pas, c'est presque incompréhensible, on se dit, vu que c'était une très grande volonté populaire en fait. Je pense que parce qu'il y avait beaucoup de partis militaires, politiques pendant la période de transition. Et c'est vraiment, ça a été très dur parce que on a été là, capitale, et on a senti il y a quelque chose parce que c'est vraiment, il y a beaucoup de partis qui n'arrivent pas à être d'accord sur quelque chose. Et c'était, on a un peu peur, mais ça arrive. On a dit ça va arriver parce qu'il y a beaucoup de partis Vous vraiment. sentiez en fait Oui, oui, que c'est c'est. ça. Euh, Parlons en deux mots de la répression, du coup, qui s'abat sur les manifestants. Est-ce qu'on a des chiffres officiels aujourd'hui du nombre de victimes suite à cette répression? Parce que vraiment, c'est violent, en fait. Ouais, des chiffres officiels, je sais pas, mais en tout cas, ça a été Ou estimation. assez violent et assez manifeste et aux yeux de tous et toutes, surtout des jeunes étudiants Oui. qui manifestaient. Peut-être juste pour repréciser sur donc le coup d'État, Oui, donc on arrive donc à un duo militaire et c'est ce qui expliquera la suite. À ce moment-là, c'est le coup d'État, donc c'est à la fois l'armée régulière, Al-Burhan, et une milice qui est associée à cet appareil militaire, Mohamed Hamdan Daglo, nommé Hemeti. Et donc voilà, ils sont associés oui. ensemble à ce coup d'État et à la répression On y post-coup d'État. reviendra, mais donc ce fameux Emeti est déjà soupçonné de crimes contre l'humanité sous Omar al-Béchir, hein, parce qu'il était à la manœuvre, notamment pendant les guerres au Darfour, si je ne me trompe pas, hein, Mm. voilà, avec des milices qui s'appellent les Janjaouid, et d'ailleurs qu'on retrouvera pendant la répression. Vous me dites si je me... C'est bon. C'est ça. Oui, c'est ça, Janjaweed. Oui. Donc ces deux factions, comme tu l'as expliqué, Youssef, cohabitent. Donc je vais juste redonner quelques mots, histoire que nos internautes puissent suivre ensuite. Donc d'un côté, les forces armées du Soudan. De l'autre, donc d'Abdel Fattah al-Burhan, pardon pour l'accent, et de l'autre côté, les forces de soutien rapide, FSR, de Mohamed Hamdan Dagalo, dit Hemeti, pardon. Et puis, ils finissent par se déchirer. L'entente ne tient plus. Et en 2023, ils se déchirent et ils commencent à s'affronter. Et voilà où on en est, en fait, aujourd'hui, 3 ans après. Et on voit pas vraiment de perspective pour l'instant de paix. Une première question avant d'entamer vraiment une autre partie, c'est on a l'impression même que le pays est en train de se diviser, de se partager en deux. Est-ce que vous partagez cette analyse? C'est un chercheur chez nous qui avait dit ça. Ouais. Peut-être Qui veut? Oui. juste pour revenir sur Oui. peut-être la raison pour laquelle ces deux. Ah oui, la scission entre les deux. La scission, il y avait comme un accord, une charte qui avait été approuvée par l'ensemble des parties prenantes au moment de la transition démocratique, et avec un certain nombre de points, parmi lesquels il y avait l'intégration de la milice dans l'armée régulière. Et aussi l'arrêt de détention directe de certaines sociétés d'État par la milice, qui ont vocation à exploiter beaucoup de richesses soudanaises. Et ça devait être fait en quelques temps. La milice a souhaité ce délai soit allongé. L'armée régulière refusait. Et on arrivait à un moment de crispation où ça a éclaté en pleine capitale. Et
personne ne s'attendait à ce que cette guerre commence et dure aussi longtemps à ce moment-là. Toute ma famille au Soudan, personne ne pouvait s'attendre à ce que ça explose de cette manière-là en pleine capitale. Oui, on rappelle, hein, donc 3 ans, des déplacés, donc j'arrive, je suis pas sûr du chiffre en fait, si c'est 12 ou 14 millions de déplacés, alors internes, mais également à l'extérieur, 15 000, 15 millions même oui. de déplacés, ce qui en fait en fait le premier pays en termes de déplacés Mhm. aujourd'hui dans le monde, faut bien insister. Et une situation également humanitaire, hein, on va y revenir, qui est relativement dramatique. Donc juste pour faire un point aujourd'hui justement sur le point sur le conflit en lui-même, c'est parfait, tu m'amènes là-dessus. Est-ce qu'on peut se situer dans le Soudan où se trouve aujourd'hui l'armée en fait et la milice de Hemeti? Est-ce qu'ils ont des positions très claires en fait aujourd'hui ou est-ce que ça bouge tout le temps? Petit. Sarah, tu Euh, L'armée de soutien rapide de Hemeti, de Hemeti? ils ont Darfour. Alors le Darfour, faut peut-être expliquer où est-ce que c'est dans le Soudan. Si c'est au nord, sud, est, ouest, c'est juste pour que les gens C'est au nord-ouest nord-ouest du Soudan. du Soudan. C'est une région assez grande et assez importante qui est en effet maintenant aux mains des FSR après la prise d'une grande ville en octobre 2025, la prise d'El Fasher. On reviendra, oui, sur El Fasher. Mm. Et l'armée, du coup, elle est cantonnée sur le reste du pays. Comment ça se passe? Khartoum, Khartoum, bon, la Khartoum, capitale, ouais. effectivement. Ensuite, il y a un élément à avoir en tête, c'est que les choses restent très mouvantes. Donc là, typiquement, aujourd'hui et depuis quelques temps, il y a aussi le Nord Kordofan qui fait l'objet de beaucoup de luttes entre les belligérants. Et donc, il y a une inquiétude ce qui s'est passé à El Fasher se reproduise au Nord On parle Kordofan. de El Obeid, C'est exactement. la C'est ville. Pour les internautes qui nous suivent, ils ont peut-être entendu parler là ces derniers jours. Mhm. Ça fera partie d'ailleurs d'une question quand on parlera de la médiatisation. Mhm. On revient. Alors El Fasher, peut-être que aussi pareil les internautes en ont entendu parler. Donc il y a eu des massacres extrêmement violents. Et là, à ce moment-là, on en a pas mal parlé dans les journaux, ce qu'on dit mainstream, les grands journaux, on va dire, dominants. Et là, rebelote, on reparle d'El Obeid, on a peur qu'il y ait un nouvel El Fasher, en fait. Hein. Il y a eu pas mal d'expressions. Donc ça, c'est dans le Nord Kordofan. Exactement. J'invite aussi, sur Afrique 21, on a publié un reportage sur le Kordofan du Sud. Le Sud Kordofan, je sais pas si on... Voilà. Où il commence aussi à y avoir des combats et en tout cas beaucoup de réfugiés aussi qui arrivent, des blessés, en fait. Donc sur Afrique 21. Donc très mouvant, comme tu disais, Youssef, comme tu disais, Sarah. On utilise beaucoup les drones dans cette guerre. C'est assez, on en parle beaucoup. Beaucoup, il y a une grosse proportion. J'ai lu un article qui parlait de 80% des victimes par drone. drone, d'un côté comme de l'autre. Il y a vraiment une utilisation du drone qui est très étendue dans ce conflit au Soudan. Drones qu'on retrouve de plus en plus dans les conflits alors mondiaux, mais en Afrique en tout cas. C'est quelque chose depuis quelques années qu'on a remarqué. Je vais faire encore de la pub, mais allez sur Afrique 21, on a fait une série sur les drones en Afrique. Mais c'est vrai que là, on en parlait encore. Pour El Obeid, on en parlait encore, et c'est pour ça que je me permets d'insister. Sur les armes, on y reviendra. Il y aura, parce que dans ce conflit, hélas, il y a aussi des manipulations extérieures. Ça sera important de le préciser. Ce qui fait d'ailleurs peut-être de ce conflit aussi, par rapport au public, parfois qu'il n'arrive pas à comprendre vraiment les complexités. C'est pas si simple en fait, il y a pas mal d'enjeux. Et d'un point de vue humanitaire, est-ce qu'on peut faire un petit bilan aujourd'hui? Où est-ce qu'on en est? Je parlais de famine tout à l'heure. Est-ce que on est déjà rentré dans une période de famine ou est-ce que c'est encore, où est-ce qu'on en est de ce point de vue-là? Oui, clairement, c'est l'une des pires crises humanitaires au monde, avec une dégradation progressive depuis le début du conflit en avril de 2023. Donc, comme tu le disais, 15 millions de déplacés, plus de 150 000 morts.
un accès aux soins qui est très, très, très difficile, voire quasi impossible dans certaines régions. Un accès à l'eau, un accès à la nourriture qui est très limité. Donc on assiste vraiment à une famine très dure qui affecte bon, des centaines de milliers de personnes dans différents camps de réfugiés un peu partout au Soudan. C'est c'est une crise humanitaire d'une très grosse envergure. On part de la plus grave crise humanitaire et les couloirs humanitaires arrivent pas à, voilà, à, J'avais à- posé la question au niveau de l'aide humanitaire, en fait. Ils n'arrivent pas à passer, c'est ça? il y en a une. Ensuite, il y a peut-être un manque de soutien par d'autres organisations internationales, des subventions pas assez importantes. En tout cas, donc voilà. Il y a un appel à ouvrir des couloirs humanitaires de plus grande Plus ampleur. grand. Ouais. Est-ce que le fait qu'on n'en parle pas assez de cette crise joue aussi sur la mobilisation de l'aide humanitaire, en tout cas des grandes ONG, des grandes. Ou est-ce que c'est vraiment une situation juste de terrain difficile, en fait? C'est ça que je me pose comme question aussi. C'est un peu des deux, mais en effet, le fait que le conflit soit si peu médiatisé et avec un degré d'importance à l'échelle internationale assez bas, aussi tend à pas considérer ce conflit comme étant suffisamment grave, sérieux, alors que factuellement, beaucoup d'éléments et beaucoup de données disponibles permettent d'établir la gravité sans nom de ce conflit. Un ensemble de paramètres, mais aussi un aspect régional très fort. Il y a certainement certes, plusieurs parties qui n'ont pas intérêt à ce que des couloirs humanitaires se mettent en place. Parmi les belligérants, les FSR et leurs sponsors également. Donc il y a aussi un jeu comme ça qui peut permettre de comprendre pourquoi il y a pas assez d'aide humanitaire au Soudan. Euh, Justement, il y avait une question qui est passée, mais je l'ai retenue normalement. Ça nous permet de faire une petite parenthèse. Il y avait une question où on demandait si la diaspora, voilà, quelle est la place de la diaspora? Hop, je l'ai. Merci. Quelle est la place de la diaspora soudanaise dans le monde et a-t-elle des soutiens internationaux? Est-ce qu'on a une estimation un petit peu, enfin, est-ce qu'elle est organisée? Comment ça se passe? Ouais. Il y a une la diaspora soudanaise joue un grand rôle Ok. dans l'aide humanitaire. C'est-à-dire que dans chaque famille, la diaspora envoie de l'argent, aide. Donc elle a été obligée de s'organiser justement par manque d'aide humanitaire d'institutions internationales. Donc ça a été une obligation de la diaspora soudanaise un peu partout dans le monde, voilà, qui s'est constituée en différents collectifs, associations soudanaises en Europe et partout, et partout ailleurs. Et sur l'aide, il y a, Oui, il est-ce que justement les gens qui s'organisent comme vous, Sudfa, etc., est-ce que une fois que vous êtes organisés, est-ce que vous avez trouvé des soutiens en fait pour vous aider? bon, on arrive à trouver des soutiens euh, politiques ou d'autres médias pour organiser des événements, collecter des fonds. Il y a d'autres associations, hein. Il y a l'association 1 euro, Oui, un euro. une association soudanaise. Voilà, donc, on arrive avec plusieurs collectifs à organiser des événements et à collecter des fonds pour, euh, pour, euh, pour aider. Ok, merci pour la question. Et j'ai pas retenu qui l'avait posée. Bah voilà, c'est RGZR7. Merci pour la question. J'espère qu'on y a répondu. Alors tout à l'heure, quand on s'est un peu arrêté sur la révolution, on a beaucoup parlé des femmes, de la mobilisation des étudiantes, des femmes. On a compris pourquoi, en tout cas, ce qu'elles vivaient sous la dictature d'El-Béchir. Euh, et vous dites également, enfin, tu dis, Zara, il me semble, quand on a échangé un petit peu, qu'il y avait, que du coup, les femmes sont particulièrement visées
par la répression et j'ai lu, hein, pas mal de rapports. On parle de viol, on parle d'esclavage sexuel. Pardon, c'est violent, mais faut dire les mots. Est-ce que tu peux nous dresser un tableau, si possible, de la situation aujourd'hui des femmes, dans ce conflit? Euh, on ne peut pas parler au Soudan sans parler de la rôle de femmes pendant la révolution, même pendant la guerre aujourd'hui. Et ils ont été toujours participés dans toutes les demandes, euh, de la mobilisation de quartier ou de la solidarité ou médicale, tous les domaines. Et après, après euh, pendant le début de la guerre, euh, Prends ils ton ont, temps, il y a pas de problème, Sarah. oui, ils ont été obligés, beaucoup de femmes, de quitter Soudan ou même de déplacer à l'intérieur du Soudan. Et vraiment, la situation pour la femme, particulièrement, c'est vraiment très dur, très grave. euh, Parce que, comme on a dit, quand l'armée de soutien rapide, quand ils ont pris une ville, la première chose qu'ils ont fait, voler les femmes. Oui, ce que tu dis, c'est que Oui, la milice de oui, la Hemeti, la première chose milice. qu'elle fait quand elle arrive dans une Oui, ville, c'est c'est, ça. s'attaquer aux femmes, en fait. C'est attaquer les femmes. C'est une arme, en fait. Oui, c'est ça. Euh, il y a beaucoup de documentaires euh, par organisation droit de Human International qui parlait de ça. Mais je crois qu'il y a beaucoup de cas qui n'étaient pas documentés parce que c'est vraiment dur au Soudan de parler de la violence sexuelle Mmh. pour les femmes. Si ils ont peur ou il y a pas de sécurité. Donc ce que tu dis, c'est que c'est probablement sous-documenté, Oui, les oui, violences, notamment les VSS, qu'on appelle les violences oui, sexistes et sexuelles, oui, c'est dans le ça. conflit, parce que les femmes ont peur aussi de parler ou en tout cas, c'est difficile pour elles de raconter ce qu'elles ont vécu. Oui, c'est ça. Et après, aujourd'hui, on a beaucoup de femmes qui est euh, dans le camp de Adré, à côté de Tchad, ou des femmes au Libye, ou des femmes en Égypte, même au Soudan. C'est vraiment très dur pour tous les femmes Mmh. soudanaises aujourd'hui. Mmh. Oui, mais aussi, euh, il y a, au même temps, on a victime de la guerre, mais au même temps, ils ont la ac- actors de résistance partout. Si ici en Europe, aux États-Unis ou même au Soudan, toujours c'est la femme qui organise des cuisines solidaires, euh, de Elles oui, continuent d'être mobilisées, en fait, de se oui, mobiliser. mobilisées au Mmh. Soudan Mmh. ou dans le cas de médicaments et tout. Ils ont aujourd'hui engagé de tous les domaines politiques, euh, même Et humanitaires, j'ai lu un les deux. article que tu as écrit, dans Sudfa, justement, où tu racontes un peu la situation des femmes. Et il y a un article, il y a un passage où tu parles aussi des femmes combattantes. Et je me souviens aussi qu'on avait écrit là-dessus. Est-ce qu'on peut en parler? Parce que c'est quelque chose qui est probablement très méconnu. C'est des femmes, en fait, qui décident de prendre les armes. Alors, est-ce que c'est plus d'un côté que de l'autre? Faut peut-être expliquer, plus dans l'armée d'Al-Bourhan, ou est-ce qu'il y en a aussi du côté des FSR? Est-ce que tu peux nous en parler de ça? C'est vraiment de toutes les Soudan, de toutes les régions du Soudan. Euh, j'ai créé un exemple de Hanadi qui était tué pendant la chute de Fasher. Il a étudié médecin et après euh, il refuse de quitter Al-Fasher ou Zamzam parce que il pense que il doit rester parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de médicaments et tout ça. Il est obligé de rester. Après, il était tué. Mais c'est au Darfour, mais même en Khartoum, il y a beaucoup d'exemples de femmes qui euh, étaient travaillées pendant la guerre au hôpital, au Khartoum, ou en Omdurman. Et il y a beaucoup de femmes qui organisent
éducation locale pour les enfants, juste pour pas laisser les enfants penser de guerre et tout ça. Et après, vraiment, il y a beaucoup d'exemples pour les femmes au Soudan, même dans le camp de Adré, à côté de Kiat, il y a les femmes qui vraiment, elles ont rien, mais elles ont essayé de juste rester, de résister, tout ça. Est-ce que, pardon, je regarde, j'essaie de voir s'il y avait des questions en même temps. Zara, alors peut-être que j'ai mal compris, mais il me semble qu'il y a aussi des femmes, hein, qui prennent les armes, on est d'accord? Oui, 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 hein, oui, voilà, c'est oui, ça. oui, Donc j'ai bien compris, en fait, elles sont mobilisées dans tous les secteurs, que ce soit pour le médical, oui, l'école, elles essaient de l'école, maintenir l'école pour les oui, enfants, aussi militaire. mais aussi, du coup, elles prennent les armes. Oui, les enfants. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes. Pendant la chute de Fâché, on a millions de femmes qui sont obligées de juste de prendre les armées pour défendre leur maison ou les enfants, tout ça. Donc pardon, ce sont des femmes plutôt qui spontanément vont prendre les armes pour défendre leur famille ou défendre leur quartier, ce genre de choses. C'est pas forcément des femmes qui vont rejoindre un camp, c'est ça? Il y a des autres régions du Soudan, il y a des femmes qui rejoignent l'armée. D'accord, ok. Ouais. Ok, aussi. Donc, je vous invite évidemment à aller voir Soutfa, le média. Il y a plein, enfin en tout cas j'ai lu cet article de Zara, je pense que voilà, allez-y, c'est passionnant, on apprend énormément de choses. Alors tout ça c'est bien beau, on a donc deux factions armées qui s'affrontent. Il y a des crimes qui sont commis, on l'a compris. El Facher, on en a beaucoup parlé dans la presse. Là, on est en train de donner l'alerte pour El Obeid. Et la justice dans tout ça, j'ai envie de dire, parce que je l'expliquais tout à l'heure, il y a déjà un homme qui avait déjà, qui était déjà pointé du doigt pour des crimes éventuels au Soudan. Donc c'est le voilà Hemeti dont on parle depuis tout à l'heure, hein, qui est à la tête de la milice, les forces de soutien rapide, comme on dit, FSR. Ces derniers temps, j'ai l'impression qu'il y a, voilà, j'ai relevé notamment qu'au Kenya, une plainte a été déposée, hein, contre 10 responsables justement de la milice des Métis. L'une des parties au conflit, comme je le disais. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette démarche spécifique? Là, je m'adresse à l'avocat du coup, Ouais. sur la démarche au Kenya. Bah, c'est assez intéressant sur d'ailleurs pourquoi le Kenya. Le système juridique kényan permet à un procureur kényan de se saisir d'un sujet qui dépasse ses frontières. Donc déjà, il y a une opportunité juridique de déposer une plainte au Kenya. Et par ailleurs, il y a aussi chez ces personnes-là, ces 10 agents du FSR, pour certains d'entre eux, il est fort probable qu'ils aient été résidents à un moment ou à un autre au Kenya, ce qui permet aussi d'avoir une compétence kenyane sur ce sujet-là. Parce qu'il y a vraiment cette question de la compétence du juge à se saisir d'un sujet qui est soudanais. Donc il y a une question de souveraineté. Et de ce que j'ai compris, ce que j'ai pu lire, il y a cette possibilité qui est donnée au procureur kényan, qui, je crois, devrait statuer sur l'ouverture ou non de l'enquête dans un délai de 30 jours. Est-ce qu'on en sait plus sur ceux qui ont déposé plainte, ou en tout cas qui sont à l'origine de la démarche? Ce que l'on sait, c'est que ce sont plusieurs victimes présumées, donc de ces présumés coupables, qui ont soit subi des tortures, des agressions sexuelles, des séquestrations de ces personnes-là. Donc ce sont des témoignages de personnes qui ont directement été affectées par les 10 personnes nommées. Et qui du coup seraient réfugiés au Kenya, c'est ça? Du Exactement. coup, voilà. Et qui ont voilà, qui certainement accompagnés par un avocat ont pu donc ça c'est donc d'ici quelques jours, enfin peut-être on saura si la justice kenyane donne suite. Quelles pourraient être les conséquences pour les 10 personnes visées en fait? Ce serait parce qu'elles ne sont certainement pas au Kenya actuellement. Bah, il peut y avoir une condition de principe. Ensuite, sur la condamnation
effective des personnes au Soudan, ça posera la question de dans quelle mesure le juge soudanais acceptera cette décision étrangère et la fera appliquer sur son sol. Donc il y a vraiment une question de l'opposabilité sur place au Soudan qui rend la possible condamnation peu réaliste. Toutefois, sur la symbolique, ça pourrait être un élan de justice, au moins sur le principe de la condamnation. Merci beaucoup, c'est très clair. J'aimerais, est-ce que, parce que j'ai pas arrêté de le dire, mais peut-être qu'il faudrait aller un peu plus loin, sur Emeti, est-ce qu'on peut dire quelques mots? Est-ce qu'il y a déjà des procédures dans le monde aujourd'hui contre lui ou contre ses milices? J'ai les États-Unis en tête, mais je suis pas sûr qu'il y ait vraiment des démarches en justice, en fait. Il y a la CPI Ou la qui, CPI, pardon. la CPI qui continue son analyse de la situation soudanaise davantage depuis la chute d'El Facher. Le problème, c'est que c'est une démarche assez lente où voilà, on parle de qualifications juridiques assez lourdes, donc crime contre l'humanité, crime de guerre, qui sont, pour nous en tout cas, sous Soutfa Média, établis. Ensuite, il y a, du côté de la juridiction internationale, tout un effort d'analyse des données. Et c'est d'ailleurs aussi une grosse question. Ok. Des données, et quelles sont les données Disponible. disponibles, fiables, etc. Donc CPI, Cour pénale internationale, juste pour rappeler. Et plus récemment encore, donc plusieurs victimes ont déposé une requête auprès de la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères pour l'ouverture d'une enquête sur les liens, alors attention, entre les Émirats arabes unis, ça y est, on fait rentrer un nouvel acteur dans le conflit, et les mêmes FSR, Forces de soutien rapide, dont on vient de parler, de Emeti. Alors là, est-ce que vous n'étiez pas, ou tu n'étais pas entendu justement à l'Union européenne récemment? Oui, c'est ça. C'était hier. C'était hier. Et c'est dans ce cadre-là? Hier, c'était au Parlement européen à Bruxelles. Sudfa et d'autres associations soudanaises, des experts, journalistes et certaines organisations internationales. Et l'idée, c'était de discuter ensemble des leviers au niveau européen qui pourraient être mis en place pour cesser ce conflit et en particulier cesser l'alimentation des Émirats du conflit en termes de financement pur et de fourniture d'armes. Donc ça fait partie des principaux axes qui ont été discutés hier et qui continueront d'être discutés sur les prochaines sessions. Donc du coup, on revient 2 minutes sur les Émirats arabes unis pour expliquer aux gens qui nous écoutent quel est le rôle, enfin que sait-on du rôle exact aujourd'hui des Émirats arabes unis dans le conflit soudanais, et pourquoi sont-ils impliqués? Quels intérêts ont-ils à s'impliquer dans ce conflit? Qui veut prendre la parole? Zara, tu veux Je peux dire un peu de mots. Je pense que l'Émirat arabe, c'est l'acteur principal de la conflit au Soudan. Il y a beaucoup d'intérêts, mais particulièrement, c'est les ressources du Soudan. Et après, avec des autres pays voisins ou des autres pays internationaux. Mais je laisse ça pour Youssef. Alors juste sur les ressources, on n'a pas dit en fait, le Soudan est un pays extrêmement riche. En effet. On ne se rend pas compte, on a parlé du pétrole tout à l'heure, gros producteur de pétrole, mais il y a beaucoup d'autres ressources, de l'or. Oui, C'est exactement. vrai. L'or, il faut savoir que les Émirats arabes unis sont les premiers exportateurs d'or, alors qu'ils n'ont pas d'or. Donc cet or vient bien de quelque part et il vient en grande majorité du Soudan. Et c'est là où se fait le marché entre les FSR, donc qui fournissent l'or, un marché noir, contre des financements et la fourniture d'armes. Donc c'est vraiment une guerre par procuration sur cet aspect-là extractiviste, très lié à l'or.
Ensuite, sur le Soudan, à côté de l'or, il y a aussi beaucoup de terres agricoles. Il y a il y a la gomme arabique qui est très importante et qui attire beaucoup d'États. Gomme arabique qu'on retrouve dans toute l'industrie agroalimentaire. Exactement. Et donc je le dis ici, partout, ici en France aussi. Enfin voilà. Exactement. D'ailleurs, les principaux acheteurs de gomme arabique soudanaise sont 2 sociétés françaises. Je crois que c'est On peut les citer. Hein. environ 80%. Donc ça pose aussi la question à l'échelle nationale. Peut-être ce serait utile de questionner ces sociétés-là sur leurs liens et sur la chaîne d'approvisionnement de la gomme arabique jusqu'ici. C'est parfait. On arrive sur la France dans cette partie consacrée aux Émirats Arabes Unis. Donc c'est parfait, dit qu'il y avait donc des intérêts de business déjà, avec des sociétés qui achètent la gomme arabique. Et puis il y a aussi un marché d'armement. Parce que les Émirats Arabes Unis est un des premiers clients des armes françaises. Au point que on peut se poser une question. Alors, la France l'Union européenne, demande timidement aux Émirats Arabes Unis d'arrêter de soutenir le conflit. Je me trompe pas, mais c'est vraiment très timide. Ça va pas très loin, et puis ça va pas plus loin. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des sanctions, ils pourraient juste arrêter de leur vendre des armes. Comment justement est-ce qu'il pourrait un jour la France pourrait être accusée de complicité, de crimes contre l'humanité? Ça me turlupine. Ce qui est certain, c'est que les rapports s'accumulent qui confirment et attestent la présence d'armes françaises sur les terrains de conflit au Soudan. Il faut savoir que les Émirats, c'est le client principal de la France en vente d'armes. Je crois que sur les années précédentes, c'est peut-être 31 milliards d'armement aux Émirats. Il est qualifié par l'Élysée de partenaire stratégique. Exactement. Et d'ailleurs, à l'échelle même européenne, il y a aussi une inquiétude. Il y a une contorsion assez étrange entre à la fois cette solidarité avec les Émirats. Ce sont les mêmes termes, coopération, stratégie commune, qui s'est davantage renforcée après les premières attaques iraniennes aux Émirats. Donc voilà, il y a une solidarité renforcée. Et dans le même moment, l'Union européenne condamne les agissements de la milice de Hemeti au Soudan, alors que l'un nourrit l'autre. Donc il y a cette ambivalence qui est très problématique et qui a d'ailleurs été discutée hier au Parlement européen, avec certains parlementaires européens. Et est-ce que, justement, tu étais hier au Parlement européen, est-ce que tu dis avec certains parlementaires européens, est-ce que tu sens que c'est un sujet qui est partagé ou qui est minoritaire Très gauche. Très gauche. Voilà. Ah. Mince. Surtout pas à droite, l'extrême droite. C'est étonnant. Donc c'est vraiment le groupe gauche qui était représenté. Ok. Et quelles seraient les options, les leviers? Tu parlais tout à l'heure justement que l'idée était de discuter des leviers pour faire pression en fait sur les Émirats Arabes Unis. Quels seraient ces leviers? En France, il y a plusieurs questions qui ont été posées au ministère de l'Intérieur, au ministère des Affaires étrangères là-dessus, sur ce point-là, sur la présence d'armes françaises au Soudan. Et le retour a été qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments probants pour vraiment être certain que ce sont bien des armes françaises vendues aux Émirats qui se retrouvent utilisées au Soudan. Donc l'un des axes proposés a été de mettre en place, de financer une enquête sur ce sujet-là. Et un moratoire, donc qu'on puisse avoir des éléments solides et confirmés qui permettraient justement d'avoir un élément non contestable sur cette responsabilité-là. Mais ce que tu dis, c'est que le simple fait de savoir
de manière certaine, quand même ça c'est documenté, que les Émirats arabes unis soutiennent une partie au Soudan, à savoir les FSR, qui sont probablement coupables de crimes contre l'humanité dans ce conflit, ne suffit pas à la France et à l'Union européenne simplement pour au moins mettre la pression d'une manière ou d'une autre, suspendre ne serait-ce que les partenariats, ce genre de choses. Ils attendent une enquête. L'intérêt économique, je comprends pour l'UE, et la France en fait partie, et je pense très, très important et bien au-dessus d'une possible condamnation ou d'un arrêt des relations diplomatiques avec les Émirats. On sent qu'il y a cette volonté de garder ce lien-là. Et d'ailleurs, il y a quelques résolutions qui ont été adoptées au niveau de l'Union européenne. Et vraiment, le point difficile qui n'a pas pu être vraiment mis dans la résolution, c'est voilà, l'implication des Émirats dans ce conflit. Donc il y a vraiment quelque chose de très, très étrange, mais en même temps qui s'explique par les relations bilatérales économiques fortes. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un fort lobby aussi des Émirats arabes unis au sein même de l'Union européenne? Je crois l'avoir lu. Je veux pas dire de bêtises. Oui, c'est Ouais. ce que j'ai lu aussi, et Ouais. c'est ce qu'on a entendu, c'est qu'il y a eu au moment de cette résolution-là, il y a eu un fort lobby émirati voilà, pour mettre sous silence toute implication des Émirats dans la guerre au Soudan. Zara, tu veux ajouter quelque chose sur les Émirats arabes unis, l'implication, ou sur la non-réaction de la France et de l'Union européenne? Oui, moi je comprends parce que l'Émirat arabe, c'est un partenariat très important pour la France et pour beaucoup de pays en Europe, même États-Unis. Et c'est pour ça, c'est vraiment la guerre au Soudan ou la situation en général, c'est absent de la média internationale. Même les grands médias, ils n'en parlaient pas, ou ils ont juste. Euh, on a regardé la chute de Fachir et la massacre qui, qui Les était là, massacres à El Fasher. où il y a le Fachir, c'était quelque chose de très grave de le monde aujourd'hui. Mais quand même, les gens juste parlaient un peu et après, c'est fini. Et très peu des Émirats arabes unis. Oui, oui, très peu. Et c'est toujours, il n'y a pas de clair des documents ou des choses parlées par rapport à les Émirats arabiques et tout ça. Et c'est vraiment compliqué. C'est compliqué parce que les médias, ils ont absence. Et qu'est-ce qui se passe au Soudan? C'est très grave, mais au même temps, personne ne parle pas. Et oui. Et tu penses que si les médias, on est en France, on va parler au moins des médias français, mais européens globalement, parlaient plus, là on va juste encore une minute presser sur les Émirats arabes unis, mais documenter, parler plus de l'implication des Émirats arabes unis, tu penses que ça pourrait permettre au moins de faire un peu plus pression pour sur les États ou sur l'Union européenne? Ce manque d'information, tu penses que c'est clé? C'est quelque chose d'important? Réponse. Non, parce qu'il faut pas être naïf des fois. Enfin, voilà, on a compris qu'il y avait des forts enjeux économiques. Mais du coup, la question, c'est ça. C'est effectivement, on a vu très peu d'articles documentés, en tout cas, sur l'implication des Émirats arabes unis. Oui, Donc, c'est ça. Youssef, tu veux En rebondir? effet, il y a eu peu de. Enfin, il y a quelques rapports qui sont pas nombreux sur, voilà, sur la présence d'armes donnée par les Émiratis aux miliciens. Et donc, au final, les médias relayent ces efforts de quelques rapports sans pouvoir aller au-delà. Et sans vraiment avoir les moyens de pouvoir faire leur propre investigation, etc. Donc là, je pense qu'il y a un effort de différents États aux échelles nationales, mais aussi au niveau de l'Union européenne, d'aller vers voilà, une enquête Une enquête approfondie. internationale qui pourrait déterminer quel est exactement le degré d'implication des Émirats arabes unis, et comme tu le disais, tout le business, voilà, et éventuellement la présence des armes. Quelles armes sont présentes sur place? C'est parfait comme transition, puisqu'on va parler un peu justement de médiatisation.
Et donc là, on l'a dit pour les Émirats arabes unis, mais globalement, je le disais en introduction, ce conflit au Soudan qui a 3 ans maintenant, on en parle trop peu. Sur les grandes chaînes de télé, je pense que c'est quasiment jamais, enfin c'est même jamais, soyons clairs. On parle beaucoup plus de la canicule, n'est-ce pas? Mais je voudrais citer des mots à toi, Youssef, dans une tribune que tu as écrite en février, où tu dis, je te cite, le traitement médiatique de la guerre au Soudan reflète la hiérarchisation des conflits contemporains dans les pays occidentaux, qui normalise et invisibilise la violence envers les populations racisées. J'aimerais qu'on revienne sur ce point qui me semble important. Je fais une petite parenthèse pour celles et ceux qui nous écoutent. Pour le terme racisé, qui n'est pas toujours très bien compris, on a fait une émission juste après les élections municipales au Poste, Horizon 21, avec une chercheuse qui s'appelle Marie-Hélène Baquet, qui explique très bien d'où vient ce mot racisé. Donc, n'hésitez pas à les réécouter. C'est dès le début de l'émission, on explique d'où vient le terme racisé. Donc, Youssef, qu'est-ce que tu peux expliquer ce que tu veux dire Oui. par là? En fait, nous, Soudanaises, un peu partout dans le monde, en tout cas nous, chez Soutfa Media, on a été très étonnés de la couverture médiatique du conflit par rapport à d'autres conflits, plus ou moins proches d'ailleurs. Et voilà, on s'est interrogé sur le pourquoi. Le pourquoi de cette différence d'importance donnée à un conflit plus qu'à un autre. Et voilà, on s'est rendu compte qu'il y avait des similitudes entre le traitement médiatique de conflits africains, Soudan, Congo et d'autres, par rapport à d'autres conflits. Et aussi sur le narratif qui est utilisé. C'est-à-dire que sur le Soudan, ça a été très c'était très utilisé, ce terme voilà, de guerre civile, d'essayer de donner l'impression que cette guerre-là est uniquement liée à une instabilité inhérente aux Soudanais et aux Soudanaises, à l'aspect très ethnique, à voilà, une instabilité quasi endémique, alors qu'on comprend ce conflit-là uniquement par son aspect régional. Voilà, c'est en dézoomant qu'on comprend pourquoi ça a commencé, comment ça a commencé et qu'est-ce qui fait que ça dure. Et voilà, et on donne aussi une certaine dignité comme ça au peuple soudanais, voilà, à sa révolution, à son histoire, etc. Donc on a vu qu'il y avait un traitement assez particulier qui est peut-être nourri par des biais, peut-être voilà, post-coloniaux qui demeurent sur l'analyse politique de tel ou tel conflit On lorsqu'il peut s'agit dire le mot, des biais racistes. des biais racistes Ouais. qui sont voilà, conscients ou inconscients lorsqu'il s'agit de lire un conflit et ce qui permet aussi de l'isoler dans une case qui est uniquement remplie d'un nombre de déplacés, d'un nombre de morts et assez déshumanisé. Et voilà, ça devient uniquement des alertes qu'on voit ici et là sans vraiment saisir l'importance et le caractère très impérialiste et aussi le lien que beaucoup de pays a avec le Soudan sur ce conflit-là. Ce que tu dis, c'est que, je sais pas si on prend un conflit comme Ukraine-Russie ou même aujourd'hui, USA-Iran, etc. Dans les médias, dans les grands médias, français, en tout cas audiovisuels, on va, dézoomer assez facilement. On va parler de géopolitique, on va parler de ce genre de choses. On va pas hésiter à complexifier finalement les causes du conflit, ce qui n'est jamais fait, pour les conflits en Afrique, en particulier au Soudan. C'est ça, Ouais, que tu c'est exactement ça. Et donc, ça pose la question. Nous, on a essayé voilà, de comprendre le pourquoi de cette sous-couverture médiatique. Après, c'est une question aussi à poser aux médias institutionnels. Nous, voilà, les médias indépendants ont, ont, euh, ont fait un peu le travail pour beaucoup d'entre eux, mais sur les médias institutionnels assez importants, là, il y a vraiment, c'est très maigre sur la couverture. Et voilà, et beaucoup parlent d'une grande complexité du Soudan. Ça n'a jamais été quelque chose qui empêche un journaliste d'aller plus loin. Justement, l'idée, c'est de décortiquer, c'est de rendre le complexe plus simple
et de permettre à ce que tel fait social soit lisible aux yeux de tous. Donc il y a vraiment cette excuse de la complexité qu'on a eu sur le Soudan, alors qu'on a trouvé assez paradoxal, parce que c'est justement l'idée, c'est de rendre le complexe moins complexe, et voilà, c'est l'effort journalistique qu'on a pas su identifier, en tout cas sur le conflit Oui, soudanais. c'est-à-dire qu'en disant c'est un conflit complexe, ça nous excuse d'aller chercher les vraies causes, comme tu disais, dézoomer, de voir les implications régionales. On n'a pas beaucoup parlé parce que, bon, c'est encore une fois, on va pas embrouiller tout le monde, mais ça vaut le coup de se pencher là-dessus, d'aller lire les médias indépendants, sur par exemple le Tchad aussi, qui joue un rôle, notamment pour faire venir des armes, puisque les armes passent, c'est documenté, passent par le Tchad. Il y a aussi beaucoup de réfugiés aujourd'hui dans les camps au Tchad. On n'a pas parlé. Est-ce qu'il y a d'autres pays du Golfe qui sont impliqués d'une manière ou d'une autre dans ce conflit, à part les Émirats Arabes Unis d'ailleurs? Il y a l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, j'avais ça en tête, mais L'Arabie Saoudite, surtout côté armée régulière. Égypte, Égypte aussi. ouais. Voilà. Donc voilà, c'est juste pour. Enfin voilà, on peut pas expliquer chaque chose, mais je sais que dans les médias indépendants, Orient 21, Afrique 21, pour faire la pub pour nous, mais chez Soutfa, il faut aller lire. Il y a des papiers sur tout ça, en tout cas sur beaucoup de ces choses. Pour celles et ceux qui s'intéressent à ce conflit et pour ah bah oui, tiens, il y avait cette question. Quels sont les soutiens de l'autre partie versus les UAE? Donc on l'a dit un petit peu, l'Arabie Saoudite notamment. Pour RG ZR qui avait déjà posé une question tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à lire les médias indépendants, n'hésitez pas à les soutenir, n'hésitez pas à aller voir. Donc Sudfa, je rappelle le site internet sudfa-media.org, Info, je sais plus. Mais... je l'ai noté. Attends, c'est dans mes notes. Je vais retrouver. J'ai pas envie de dire de bêtises. Qu'il faut donner la bonne adresse pour que les gens se trompent pas. Sudfa-media.com. Voilà, on ne peut pas faire plus international. Et Zara, tu veux ajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter juste de l'absence de médias internationaux. Beaucoup de fois, ils ont justifié par c'est une guerre civile ou ça fait très longtemps que le Soudan est en guerre, mais c'est vraiment depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, c'est la même acteur de guerre. C'est la même Hemeti, c'est la même régime. On retrouve les mêmes acteurs en fait depuis, Oui, depuis 23 ans. 2003 Voilà. jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Oui, c'est la même acteur. Donc, ce que tu veux dire par là, alors peut-être qu'on peut expliquer le mot guerre civile, voilà, qui est employé régulièrement. Pourquoi il ne faut pas l'employer dans ce conflit, justement? Parce que c'est un conflit qui est dirigé par des intervenants internationaux et régionaux. Et c'est vraiment, c'est pas compliqué. C'est très clair. Pas uniquement des Soudanais qui se battent entre eux, en Non, fait. C'est ça qu'il faut expliquer. Oui, c'est ça. Ouais, c'est surtout une guerre contre les civils. Ouais, C'est vraiment deux représentants de pouvoir qui se battent pour le pouvoir. Mais c'est pas l'image qu'on a d'une guerre civile, donc deux groupes civils qui s'opposeraient, voilà, et qui s'entretueraient. Le terme guerre civile est pour le coup pas adapté à ce conflit-là et permet pas de le comprendre du tout. Et en effet, c'est uniquement par la présence de... Voilà, c'est une guerre par procuration. Et donc, beaucoup d'États sont impliqués, ont des intérêts, que ce soit la gomme arabique, l'or, les terres agricoles, aussi l'eau, le Nil. Oui, le Nil pour... Donc, tous ces éléments-là nourrissent des conflits qui se déroulent voilà, au Soudan, mais pour des intérêts non soudanais. Alors, je dis peut-être une connerie, mais je sais pas si on peut se passer de gomme arabique, mais en tout cas, on peut peut-être regarder dans tout ce qu'on achète où est-ce qu'il y a de la gomme arabique et peut-être commencer à se dire, tiens, on pourrait peut-être boycotter. Je sais pas si ça ferait quelque chose, mais en tout cas, on le fait sur d'autres choses. Donc, soyons curieux, arrêtons de parler de guerre civile et puis allons lire les médias, Sudfa. Exactement. Et alors, sur Sudfa Media, il y a un super travail qui est fait par tout le monde, tous les membres de Sudfa sur la... Et voilà, seul média francophone qui arrive à donner de manière assez simple des éléments très factuels de manière très régulière. Donc des formats assez simples, courts,
accessible à toutes et tous. Voilà, et aussi la publication d'articles sur le site internet. On est très actif sur Instagram. C'est peut-être là où voilà, on est le plus visible. Et ensuite, voilà, suivre la page Instagram. Il y a beaucoup d'événements qu'on organise en collaboration avec d'autres collectifs soudanais. Couche, Sana au Soudan. Donc, il y a aussi des moments très sympas avec des artistes soudanais, des chanteurs, des chanteuses. Et voilà, l'idée, c'est un peu de parler du Soudan et promouvoir la culture soudanaise. Ouais, et comme on C'est l'a vrai. dit au début, c'est vrai que l'art soudanais, enfin, pour ceux qui ne connaissent pas, et moi je suis très humble là-dessus. Voilà, j'ai découvert que très récemment comment ça foisonne, et c'est voilà, faut surveiller. C'est vrai qu'il y a tout le temps des événements. Enfin, il y a quand même assez souvent des événements à Paris, mais ils sont peu médiatisés. Bon, en tout cas, on essaiera de faire notre part chez Afrique 21 et chez Orient 21, de continuer à faire notre part. Youssef, merci beaucoup d'être venu au poste par grande canicule dans le studio au poste orange de Au Poste. Merci Zara également d'être venue. Je crois qu'on a passé un moment, je pense qu'on a pu expliquer, en tout cas reprendre un petit peu, on a même pu faire un petit peu d'histoire, mais sans embrouiller personne. Mais voilà, si vous voulez ajouter quelque chose. Merci beaucoup. Merci beaucoup de l'invitation. Merci à Orient 21, Afrique 21 et au poste. Merci beaucoup. Merci à tous. On se retrouve donc a priori à la rentrée en septembre. Encore merci aux équipes d'Opost. Merci Diane derrière. Merci. Voilà. David, si tu es là pour réalisation, pour la modération et les liens, tous les liens. Voilà. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On est super content d'avoir fait cette nouvelle saison et on revient en forme en septembre. Il fera peut-être un peu moins chaud. On verra. À très bientôt. Ciao, ciao. Merci. Nos besoins à tous, nos besoins collectifs, pas pour sa chapelle. Je pense qu'on a besoin de faire de la politique pour les autres. Il faut s'engager. Il faut s'engager dans des organisations politiques. J'invite tout le monde à essayer de voir un peu ce qui se passe au niveau local, voir s'il n'y a pas comme ça des listes citoyennes, autonomes, d'alliances, et on voit ce qu'on essaie de faire pour prendre les villes en fait, c'est-à-dire pour prendre le pouvoir et pas nous contenter simplement d'être critique ou d'être dans la dénonciation de Macron ou de l'extrême droite. J'encourage tout le monde à s'engager dès maintenant. Ne pas se laisser intimider, ne pas céder justement à l'injonction de penser qu'on peut plus rien faire. Se rappeler qu'on est majoritaire et peut-être qu'on ne se félicite pas assez de l'être, qu'on ne se rassemble pas assez. Continuer à se rappeler qu'on est très nombreux et que malgré ce qu'une petite fenêtre médiatique nous montre, le monde est très différent de ce qui se passe sur CNews. Qu'avons-nous fait au poste? On essaye de mettre un peu de trouble dans l'ordre dominant qui met ensemble les mots et les choses, les mots et les images.